Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très bien, comme toujours je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez, on se pose. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai souffert pendant, je pense, 35 ans. Et on va pas se mentir, j'en suis pas totalement libérée mais ça va beaucoup mieux. C'est ce fléau, il faut qu'on en parle quand même, ce fléau qu'est la dépendance affective. Honnêtement, moi j'ai mis des années, j'ai mis beaucoup de temps en tout cas à admettre que je souffrais de dépendance affective. Et je m'en suis rendu compte au fil du temps, avec les relations que j'ai eues. Mais je parle pas que de relations amoureuses, parce que forcément ça s'est ressenti dans mes relations amoureuses, mais ça s'est ressenti aussi dans mes relations avec les gens en général, que ce soit la famille, les amis, etc. Vraiment, je souffrais de dépendance affective et j'étais totalement dans le déni par rapport à ça. Et c'est en travaillant sur moi depuis quelques temps et surtout depuis que je vis seule depuis plusieurs mois maintenant que je me suis rendu compte que j'étais complètement tombée dans la dépendance affective. Donc dans cet épisode, ce que j'ai envie d'aborder du coup c'est ce sujet-là, de voir un petit peu d'où ça vient, encore une fois de vous partager mon parcours et ma vision. Donc ce que je vous partage, ça n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Mais je pense que dans tous les cas, ça peut aider pas mal de monde parce que honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de dépendance affective que ce que l'on pense. Et ça peut être très intéressant du coup de vous partager ce sujet-là aujourd'hui. Donc quand on est dans les dépendances affectives, il y a clairement déjà, c'est pas un secret, un manque total d'estime de soi, un manque d'amour de soi, de confiance en soi. Et du coup, on va chercher à l'extérieur ce qu'on n'est pas capable de s'apporter à l'intérieur. Ce qui est une erreur énorme, parce que dans tous les cas, quand on commence à rechercher à combler quelque chose à l'intérieur de nous par un élément extérieur, donc là ça va être une personne extérieure, on se met clairement en danger. On se met en danger parce que du coup on n'a aucun contrôle sur ce qui est à l'extérieur de nous, ça je le dis assez. La seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nous et nos émotions et comment on vit les choses. Du moment qu'on met ça dans le contrôle d'une chose qui est à l'extérieur de nous, c'est compliqué. On perd le contrôle dessus en tout cas. Et là, je vous dis avec humour que c'est un fléau, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige, ça se travaille, et qu'il y a des solutions pour sortir de la dépendance affective. Et je vais vous partager le travail que moi j'ai pu faire sur moi et que je continue à faire pour ne plus être dans ce schéma-là. Donc là, ce que je vais commencer à dire, c'est une chose qui va pas forcément plaire à tout le monde, qui va pas être facile à entendre, mais qui, à mon sens, doit être dite et entendue. C'est que quand on est dans la dépendance affective, en fait, souvent, j'entends le discours de « oui, mais en gros, c'est pas de ma faute, je suis comme ça parce que je souffre de dépendance affective ». Donc la dépendance affective, c'est pas une maladie, c'est un état dans lequel on se met volontairement. Ah, je sais, ça pique. Ça pique d'entendre ça, mais c'est la réalité. C'est une dépendance. C'est comme si on était addict à une drogue. À la base, c'est nous qui nous mettons dans cette posture-là, d'être dépendant de la personne avec qui on partage notre vie, d'être dépendant de nos amis, d'être dépendant d'avoir ce besoin qu'on vienne combler constamment ce qui nous manque, nous, à l'intérieur, et ce qu'on n'est pas capable de s'apporter. Alors certes, c'est lié à des traumas. Généralement, ça va être lié à des blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, ce genre de choses. Mais c'est pas une fatalité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important de dire quand même, c'est que on a beau avoir eu des traumas dans notre vie, c'est pas ça qui va excuser notre attitude d'aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Ça revient à ce que j'avais dit dans le tout premier épisode de podcast où je disais que le développement personnel, ça part déjà d'une notion de responsabilité. Et quand on veut se sortir de la dépendance affective, je pense que déjà, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on est un dépendant affectif. Et la deuxième chose, c'est qu'on en prenne la totale responsabilité.
Parce que certes, on a vécu des traumas qui nous ont créé des blessures, ça c'est une chose, mais c'est pas une excuse pour se dire ah ben voilà, ben, je me comporte comme ça, c'est une fatalité, je pourrais pas m'en sortir, mes traumas m'ont créé de la dépendance affective et donc ben, je vais rester comme ça, je vais rester dans ce fonctionnement. Ça, c'est trop facile déjà. Enfin, c'est facile sans l'aide parce qu'on continue à souffrir. Et comme je disais, comme on s'est mis volontairement dans cette situation-là, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut volontairement aussi s'en sortir. Moi, honnêtement, dans mes relations précédentes, je vais parler en tout cas des relations amoureuses que j'ai eues. C'était un enfer parce que vraiment, j'étais dans une telle dépendance que je me souviens que j'avais eu un discours avec mon ex-compagnon où je sais plus pourquoi on avait eu cette discussion un jour et je lui disais, mais en fait, si moi, un jour, je te perds, je ne serai pas capable de vivre. On est tellement accroché à la personne avec qui on partage notre vie et ce qu'elle nous apporte, bah, que du coup on en perd totalement le contrôle en fait, on perd totalement le contrôle de nous-mêmes, on tombe dans un schéma où on n'arrive même plus à vivre et à fonctionner correctement. Donc s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui se posent la question de est-ce que je souffre de dépendance affective ou pas, il y a quand même des signes assez forts qui prouvent qu'on est dans la dépendance affective, c'est déjà, bah, en fait, c'est qu'on n'arrive plus à fonctionner normalement. C'est par exemple, si la personne ne m'envoie pas de message, je ne vais pas réussir à dormir, je ne vais pas réussir à manger. En fait, je ne vais pas réussir à remplir les fonctions vitales qui me permettent de fonctionner normalement. Donc ça, c'est quand même un gros signe qu'on est dans la dépendance affective. Et moi, j'avais ce discours de, ouais, en fait, si j'avais dit à mon ex, mais en plus, je me dis, le fait d'avoir dit ça, de lui avoir dit ça, en fait, c'est de lui avoir mis une responsabilité sur les épaules qui est énormissime. C'est si je te perds un jour, je ne serai plus capable de vivre. Je ne serai plus capable de continuer à me projeter dans une vie sans toi. Je ne peux pas fonctionner sans toi, je ne peux pas vivre sans toi, en fait. Donc, si je te perds, c'est ma mort. C'est extrêmement violent comme propos. Déjà envers moi-même et envers la personne à qui on peut dire ce genre de truc. Parce que punaise, quand on reçoit ça, maintenant je me mets dans la position inverse où si un jour je reçois ce genre de propos, je me dis mais au secours, parce que en fait c'est avoir la responsabilité sur ses épaules en gros de la vie d'une personne. Je vais peut-être loin dans mes propos, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Franchement, j'étais incapable. Par exemple, si mon ex-conjoint partait, ça pouvait lui arriver de partir en déplacement pendant plusieurs jours. Mais en fait, je ne vivais pas pendant ces plusieurs jours. J'arrivais pas à me dire je vais dormir seule. Je vais être. En plus, c'était que quelques jours, donc c'est pas la mort. J'aurais pu me dire bon bah tant mieux, c'est cool, ça me permet d'avoir du temps pour moi, de faire des trucs que j'aime, tranquille. Non, mais impossible. Vraiment, je m'arrêtais complètement de fonctionner tant qu'il n'était pas là et je m'accrochais à lui envoyer des messages le plus possible, l'appeler le plus possible parce que j'avais besoin. Vraiment, j'étais incapable de m'apporter à moi-même de l'amour, de passer des bons moments avec moi-même, de faire des trucs pour moi. J'en étais incapable à ce moment-là. Et je me souviens que vraiment, je vivais super mal ces moments-là, ou ne serait-ce que une soirée où, bah, je sais pas, il avait décidé de faire une soirée avec ses potes, ce qui, encore heureux, bah, ça arrive, quoi. Moi, je disais ok, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, j'étais pas quelqu'un de jaloux. Je suis jamais tombée dans la jalousie, mais je sais que quand on est dans la dépendance affective, on peut facilement tomber aussi dans l'esprit de possessivité, de jalousie, de pas vouloir que son partenaire il aille faire des trucs sans nous, etc. Moi, je me faisais violence justement pour ne pas tomber là-dedans, mais par contre, bah, quand il n'était pas là, bah, je vivais pas. C'était super compliqué. Je déprimais toute la soirée, tout le long où il n'était pas là. Je déprimais, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais mélancolique. Je mettais du temps, j'arrivais pas à dormir, donc je me couchais à pas d'heure. J'avais des nuits super courtes, donc j'étais super fatiguée. Enfin, c'était terrible. Et quand il rentrait, genre, je lui sautais dessus, je le prenais dans mes bras, c'était ma bouffée d'oxygène, comme si on m'avait enlevé justement mon air et mon oxygène pendant plusieurs jours, et que là, je le retrouvais en fait. Donc c'est terrible. En fait, c'était un état c'est un état de suffocation tant qu'il n'était pas là.
Et là, je parle de la relation avec mon ex-conjoint, mais enfin mon ex-conjoint et mes ex-conjoints, parce que généralement ça a été toujours comme ça dans mes précédentes relations amoureuses, mais c'était aussi le cas avec des amis où, si par exemple des amis avec qui j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps, si une fois ces amis-là étaient pas dispo et qu'ils allaient passer du temps avec d'autres personnes que moi, et ben je le vivais super mal, je me sentais rejetée, je me sentais abandonnée. Euh, Ouais, voilà, j'étais totalement pareil dans la dépendance affective, même avec mes amis, dans toutes les relations que j'avais en fait. Et du coup, il y a une phrase que j'ai mis, je pense, 35 ans à comprendre, hein, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Une phrase que je vais pas vous mentir, ça m'a saoulée d'entendre pendant toute ma vie parce que je comprenais pas le sens de cette phrase, c'est qu'il faut s'apprendre à s'apporter de l'amour à soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et moi, je me disais, mais franchement, ça me saoule d'entendre ça. C'était trop facile de dire ça, de dire oui, aime-toi toi-même et ça réglera tes problèmes dans tes relations, etc. Mais pourtant, c'est vrai en fait. C'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que ça me saoulait parce que je ne savais pas comment m'apporter de l'amour à moi-même. C'est surtout ça. C'est pas le fait qu'on me le dise, c'est le fait de me dire, ok, ouais, super, j'ai la solution, mais on fait comment en fait pour s'apporter de l'amour. Donc, en tout cas, ce que je vous partage, c'est comment s'apporter de l'amour. C'est déjà changer son dialogue interne. Moi, j'avais un dialogue interne, il était horrible. Je me dénigrais tout le temps, je me parlais très mal, vraiment, je me flagellais toute seule. J'avais un discours interne où je me rabaissais constamment parce que j'étais convaincue que je n'étais pas assez. Et je pense que quand on souffre de dépendance affective, c'est vraiment un sentiment très fort qui ressort, c'est de tout le temps avoir l'impression de ne pas être assez, de ne pas être assez bien. On va donner des excuses en plus aux gens qui se comportent mal avec nous. Si une personne nous manque de respect, limite, on va l'accepter en se disant, c'est normal, puisque je ne suis pas assez. Je suis pas assez bien, donc je ne mérite pas le respect. Et donc, on va accepter, au-delà de ça, le mauvais comportement des gens. Être dépendant affectif, c'est pas uniquement souffrir de l'absence des gens ou du manque de considération ou ce genre de choses. C'est aussi accepter qu'on se comporte mal avec nous, parce que nous, en fait, dans cet état-là, on est incapable de s'apporter à soi-même du respect, on est incapable de s'apporter de la considération, aucune forme de bienveillance envers soi-même. Donc quand les autres vont mal se comporter avec nous, plutôt que de dire, en fait, là, la personne, elle abuse carrément, elle se comporte super mal avec moi, elle me manque de respect, etc., on va l'accepter, parce que pour nous, c'est normal. Comme c'est ce qu'on s'apporte à nous-mêmes, du manque de respect, on est incapable de se respecter, on est incapable de s'apporter de la valeur, on va trouver normal que les autres ne nous apportent pas de valeur en fait. Et c'est là qu'on tombe vraiment dans des relations toxiques où on peut aussi attirer à nous des personnes qui vont jouer là-dessus. On va attirer peut-être des personnes du type pervers narcissique, ce genre de choses, et on va s'accrocher à ça parce que en fait c'est ce qu'on connaît. Donc c'est comme une forme de sécurité quelque part. Parce que comme le cerveau, lui, ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mauvais pour nous, souvent je disais ça vient des traumas, des blessures de l'enfance, l'abandon, le rejet, l'humiliation, etc. C'est une chose qu'on a connue quand on était enfant. Et le cerveau, lui, ne sait pas que c'est pas bon pour nous. Donc pour lui, en fait, même si c'est un mauvais comportement, c'est une forme de sécurité. Et donc on va continuer à entretenir ce genre de relation. Et en fait, on va maintenir ce genre de comportement parce que pour nous, c'est une forme de sécurité. C'est une forme de, voilà, c'est ce que je connais, donc c'est normal, donc je reste dans ce schéma-là. Et c'est là que c'est hyper difficile de se sortir de ça, parce qu'il faut vraiment en prendre confiance, et c'est pour ça que en prendre conscience, pardon. C'est pour ça que je parlais de notion de responsabilité au début, où vraiment, en fait, il faut prendre conscience soi-même, de se dire, là, ok, je suis dans la dépendance affective, je me suis mis moi-même dans ce schéma-là parce que c'est familier pour moi et c'est une forme de sécurité. Et c'est de ma responsabilité de sortir de cette dépendance. C'est pas les gens qui nous mettent en dépendance affective, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette position et qui créons ce comportement avec les gens. Et ça, il faut vraiment en être conscient aussi. Et donc moi, je peux vous dire que là où je l'ai le plus expérimenté, ça a été il y a quelques mois quand j'ai pris pour la première fois de ma vie mon appartement toute seule. Quand on souffre de dépendance affective, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Franchement, ça a été un enfer, hein. Je l'ai abordé dans des podcasts précédents où j'ai parlé de la rupture amoureuse, du fait de se sentir seul, etc.
Ça a été un enfer sur Terre et en fait, ça a été l'élément déclencheur qui m'a obligée, à 35 ans, de sortir de cet état-là parce qu'en fait, j'avais tellement touché le fond que je me suis dit, là, c'est plus possible en fait. C'est plus possible, je ne peux pas continuer à rester dans ce schéma-là. Et malheureusement, on dit toujours, il n'y a que quand on touche le fond qu'on peut remonter. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je conseille à personne d'en arriver là pour se sortir justement de cet état-là. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, que ça me paraît important. De déjà donner des signes d'alerte de comment savoir qu'on souffre de dépendance affective et comment en prendre conscience. Avoir cette notion de responsabilité et se dire, voilà, maintenant, je vais mettre en place les choses qu'il faut pour me sortir de cet état-là. Et donc déjà, comme je le disais, la première chose, c'est déjà de changer son discours interne parce que tout passe déjà par la confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est se redonner de la valeur à soi-même. Donc je sais que c'est extrêmement compliqué, que c'est peut-être facile à dire comme ça, de dire oui, il suffit de changer son discours et de se dire qu'on s'aime. Voilà, c'est pas ça qui va en un claquement de doigts changer les choses. Ça m'a demandé énormément de temps, des années. J'ai suivi une thérapie, donc c'est aussi ce que je vous conseille si vous êtes dans des schémas, dans ce genre de schéma, de ne pas hésiter à suivre faire des thérapies parce que ça aide énormément aussi à s'en sortir, hein, très clairement. Mais s'il y a des petits exercices comme ça que je peux vous donner à faire déjà dans votre quotidien pour commencer à changer votre discours interne, c'est quand vous parlez, en fait, je donne souvent cet exemple. Si maintenant vous avez un ami qui va mal, vous n'allez pas aller le voir et lui dire ouais, effectivement, t'es vraiment une merde, c'est clair que t'es dégueulasse, tu sers à rien. Non. Jamais de la vie vous allez vous comporter comme ça, ou alors, excusez-moi, vous n'êtes pas le meilleur ami qui existe. Mais quand vous avez une personne que vous aimez qui souffre, vous allez lui apporter les mots dont il a besoin pour se sortir de cette souffrance. Vous allez savoir comment lui parler pour lui apporter de la valeur, pour qu'il se sente bien, pour qu'il remonte en estime de lui, confiance en soi, etc. Vous savez le faire. Vous êtes capable de le faire pour les autres. Vous méritez de vous apporter la même bienveillance que vous apportez aux autres. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète. Vous êtes capable de donner ce discours aux autres, donc vous êtes capable de vous l'apporter à vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. Et quand vous avez ce discours interne-là qui est dégueulasse, qui vous raconte des histoires, qui est en train de vous dénigrer, etc., vous avez le pouvoir de changer et de basculer les choses et de changer votre dialogue interne, vraiment. Votre cerveau, lui, il reste dans sa zone de confort, il reste dans ce qu'il connaît. Donc s'il a l'habitude de vous parler comme ça, c'est parce que, voilà, pour lui, c'est une forme de sécurité. Il ne sait pas ce qui est bien ou mal pour vous. C'est à vous de donner les commandes à votre cerveau pour changer votre comportement. Je vous assure que c'est aussi simple que ça. Donc au début, on se fait un peu violence, c'est compliqué, c'est pas facile de se parler bien quand on a l'habitude de se parler mal depuis toujours. Mais c'est une habitude à prendre. C'est voilà, quand vous entendez la voix qui vous parle, vous pouvez. Enfin, moi, je sais que je lui ai donné un nom. Des fois, je lui donne un petit nom à la voix qu'il y a dans ma tête, un petit nom à la con, je sais pas, genre Alfred ou Bernard, j'en sais rien. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous lui donnez un prénom qui vous paraît un peu, qui est un peu rabaissant ou un truc comme ça. Déjà, ça va vous permettre de dédramatiser un peu la situation et de lui donner moins de pouvoir. Ça va la rendre un peu plus petite cette voix. Voilà, je vous donne un petit tips comme ça fait un peu schizo, on va pas se mentir, mais je vous assure, ça marche, franchement, ça marche bien. Et vous pouvez lui dire, ok, là, t'es en train de me parler comme ça, mais ce que t'es en train de dire, c'est pas la vérité, je reprends le pouvoir. Je suis une personne incroyable, je m'aime, je suis belle, je suis forte, je suis capable de faire plein de choses, j'ai confiance en moi. Au début, c'est très difficile de changer son discours interne, mais je vous assure qu'à force de le faire tous les jours, quand on prend conscience déjà qu'on a une voix dans notre tête qui nous parle mal, déjà d'en prendre conscience, ça aide beaucoup. Et de se répéter ces choses-là tous les jours, ça va être difficile au début, mais avec le temps, ça va devenir une habitude. Le cerveau, le subconscient en fait, va intégrer ces nouvelles paroles. Vous allez avoir un discours interne qui va devenir beaucoup plus positif et beaucoup plus facilement. Et donc ça va vous permettre déjà de gagner en confiance en vous, de gagner en estime de vous, etc. Et vous allez vous rendre compte que du coup, comme vous n'acceptez plus de vous-même vous comporter comme ça avec vous-même, vous n'allez plus l'accepter des autres non plus. C'est tout simple en fait. Si vous vous respectez et que vous vous apportez de la valeur, vous n'allez pas accepter
que des personnes extérieures ne vous respectent pas et ne vous donnent pas de valeur en fait. Et donc ça, c'est un des premiers éléments qui permet déjà de sortir, en tout cas de cette dépendance affective, de la diminuer et d'éliminer au fur et à mesure les relations toxiques. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'était déjà d'en prendre conscience, de changer mon dialogue interne et de faire tout un travail sur moi, de confiance en moi, de régler aussi les traumas. Hein. Comme je vous le disais, ça vient souvent des traumas, des blessures dans l'enfance, blessures de l'abandon, etc. Donc ça vient de quelque part. Il y a forcément un élément qui a créé cette blessure-là. Donc l'idée, c'est d'aller chercher d'où ça vient, de travailler sur ces éléments-là. Et au fur et à mesure de faire ce travail-là, c'est ça qui va permettre justement de guérir un petit peu ces blessures. C'est comme tout, en fait, le corps humain, quand on se coupe, quand on fait quelque chose sur notre corps, on cicatrise. C'est pareil pour les blessures de l'âme, en fait. Elles sont là. Je pense qu'on s'en débarrasse jamais totalement. Ce serait mentir de dire je suis totalement débarrassée de ma blessure d'abandon, de ma blessure de rejet, d'humiliation, etc. Je pense pas qu'on s'en débarrasse complètement, mais on a une cicatrice qui est là. L'idée, c'est déjà de refermer la plaie. Et quand on veut vraiment régler justement ce problème de dépendance, il faut aller creuser, il faut mettre sa lampe frontale et il faut y aller en fait. Il faut aller chercher justement quelles sont les blessures, d'où elles viennent et travailler là-dessus. Et pour moi en tout cas, honnêtement, je pense que ça passe par une thérapie. Moi en tout cas, je sais que sans thérapie, j'aurais jamais pu travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je vis avec mes cicatrices, je les ai toujours, elles sont toujours là. Mais en tout cas, je fais en sorte qu'elles ne se réouvrent pas. Et j'ai appris à vivre avec. En fait, j'ai pris conscience de ces blessures-là, de ces comportements. Et je sais aujourd'hui quelles sont les alertes et je sais comment réagir. Donc je pense que, en tout cas, c'est les meilleurs c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. C'est déjà pas mal. Hein, c'est de changer votre dialogue interne et vraiment d'aller creuser, de travailler justement bien plus profondément les blessures de l'âme que vous avez, qui ont forcément créé cette dépendance. Elle n'est pas venue toute seule. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va apprendre à apprécier de passer du temps avec soi-même, qu'on va apprendre à s'apporter de l'amour. Et c'est comme ça qu'ensuite, on va réussir à attirer à soi des relations qui sont saines pour nous et qui sont saines pour les autres aussi, parce que quand on est dans la dépendance affective, on n'est pas sain pour nous, mais on n'est pas sain pour les autres non plus. Et ça, il faut en prendre conscience aussi. Et voilà. Donc... j'espère en tout cas que ce que je vous partage aujourd'hui, ça vous parle, ça vous aide. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, hein, ce que je suis en train de vous dire, et c'est pas évident, mais à mon sens, c'est important de l'entendre quand même. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que peut-être que ça vous crée un électrochoc. En tout cas, au moins que ça vous permet juste de prendre conscience du schéma dans lequel vous êtes. Déjà, prendre conscience des choses, sincèrement, hein, c'est 50% du travail. Donc voilà, en tout cas, je suis encore une fois ravie des échanges que je peux avoir avec vous quand je sors des épisodes de podcast. Franchement, je vous le dis à chaque fois, mais ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Voilà, je vous remercie encore pour vos écoutes. Ça me fait chaud au cœur. Pensez à bien noter cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcasts, en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et surtout à le partager à des personnes que ça peut aider, parce que je sais que ça vous fait du bien. Mais si ça vous fait du bien à vous, pensez aussi que vous pouvez faire du bien autour de vous en partageant des épisodes comme ça de podcasts qui peuvent aider pas mal de gens. Donc voilà, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute encore. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.